Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au premier cours de l'atelier d'aujourd'hui sous le nom Business Plan. Dans ce cours, vous apprendrez le qui sont les différents acteurs contribuant à votre projet, le quoi, quel produit ou service, le comment, quelles sont vos méthodes de production de vente, le pourquoi lancez-vous ce projet, mais aussi pourquoi les prospects achèteraient vos produits ou services, le quand, quel planning, quelle est la durée de la prestation, y a-t-il de la récurrence, le où allez-vous implanter, où allez-vous vendre, quel est votre circuit de distribution et le combien, quelle est votre politique tarifaire, de combien d'argent avez-vous besoin. Tout cela avec Dr Abdelwahab Dejbari, membre du corps professoral de l'Université Midosh. Accordons maintenant la parole à Dr Abdelwahab. Dr Abdelwahab, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre premier cours. Merci, notre cher collègue Malek. Donc, bonjour à tout le monde, notre doyen de faculté de management, Dr Paul Hassin, notre collègue Malek Sabbar, chers participants. Donc, bonjour dans cet atelier de formation sur le business plan. Business plan ou bien le plan d'affaires en français, c'est l'autre nom de ce sujet d'aujourd'hui. Donc, on va essayer de parler dans ces 3 jours sur le business plan. Hein. Dans chaque projet entrepreneurial, on va essayer de répondre à quelques questions concernant le business plan, c'est-à-dire le qui, le quoi, le comment et le combien, d'une manière simple, Inch'Allah. Donc, on va commencer par une petite introduction. La vie d'une entreprise est jalonnée et confrontation avec des financiers, pas encore nés. La première démarche du chef d'entreprise est de rencontrer des banquiers ou bien des fournisseurs ou bien des business angels pour éventuellement obtenir un prêt. À cette étape, de temps après, vous serez sûrement amené à rencontrer des incubateurs, des sociétés publiques d'aide à l'investissement, des sociétés de capital risque, de business angels ou des fonds de placement pour aider au financement de votre projet. Puis, l'entreprise grandit et les apports en trésorerie sont souvent nécessaires pour accompagner la croissance à chaque étape. Et une formule magique se dégage. Vous avez un plan, ça c'est le question. Pourquoi élaborer un business plan? Premièrement, le business plan est un document nécessaire. Le point d'entrée nécessaire, pas suffisamment pour commencer une discussion avec un financier. Votre business plan doit donner un nombre d'éléments qui permettant à l'apporteur de trésorerie de juger le projet, nécessaire mais pas suffisant, car si votre business plan est solide, le financier jugera aussi le projet, son côté innovant et plus que toutes les capacités de l'équipe à mener un projet à terme, à l'amener vers une réussite, car bien évidemment, l'objectif de ces gestionnaires reste la plus-value qu'ils pourront réaliser quelques années après leur mise de fonds ou plus simplement votre capacité de rembourser un prêt. Un business plan peut se comparer à un CV. Que ferait un candidat avant d'être convoqué par un recruteur? Il doit respecter des formes et faire apparaître un certain nombre d'éléments factuels. Il devra inclure une partie rédigée ainsi d'une partie financière. Généralement, chez notre université Midouchen, on conseille notre cher étudiant, au lieu de préparer votre CV, je vous conseille de préparer votre business plan. Les entreprises les plus pointues effectuent ainsi 3 business plans. Le premier intègre des chiffres considérés comme atteignables par l'entreprise, entre parenthèses, réussite de l'objectif. Le second minimise les résultats financiers et détermine ainsi la viabilité de la structure en cas de baisse d'activité, de non-atteinte de l'objectif, que celle-ci soit due à des raisons internes à l'entreprise. Par exemple, la difficulté de recruter des collaborateurs,
ce qui est le cas dans certains secteurs d'activité ou d'éléments d'extérieur, apparition d'un concurrent ayant une politique commerciale plus agressive que la vôtre. La troisième, business plan est à contraire très optimiste et analyse les retombées d'une réussite commerciale supérieure aux objectifs et met en avant les problèmes de financement possibles liés à une trop forte croissance. Deuxième motif, c'est pourquoi, on va dire troisième motif, c'est pourquoi doit élaborer un business plan. Le business plan, c'est un outil de communication. Enfin, le business plan est un outil de communication avec pour objectif de séduire ses lecteurs, leur faire comprendre qu'avec vous, ils effectueront un choix judicieux, tant sur le plan financier que sur le plan humain. Comme tout outil de communication, il doit être à la fois séduisant et rassurant. Séduisant par l'idée de base, sa réalisation ou son marché, rassurant par la qualité de l'analyse faite par le porteur du projet. Cet outil peut aussi servir d'élément de communication interne auprès de vos collaborateurs afin que vous puissiez partager tous les mêmes objectifs, la même vision. Néanmoins, transparence ne signifie pas tout dire à ses collaborateurs et vous serez sûrement amené à ne présenter à ceux qu'en version expurgée du business plan. Le quatrième motif, c'est les 8 causes d'échec. Docteur, Oui, vous avez changé de diapo ou pas? oui, j'ai changé le diapo, oui. Ça ne marche pas. Attends, Si on peut le revoir. ouais, je vais arrêter le partager encore une fois. Et maintenant? On voit le Teams. Voilà, ça marche. D'accord. Donc, on passe. Le quatrième motif, c'est les 8 causes d'échec. Pour être prêt au sérieux à éviter que le business plan soit rejeté, il faut valider, premièrement, que le business plan est suffisamment valorisant et met en avant l'offre produit ou service. Et ça a une relation avec l'idée de projet lui-même. Deuxièmement, que le business plan est court, inférieur à 25 pages. Hein, ça, c'est le moyen à peu près 25 pages. Bien écrit, sans faute d'orthographe, avec des phrases très courtes, inférieures à 20 mots, avec un vocabulaire simple, pas trop technique. Troisièmement, que le marché est suffisamment ouvert à large et puisse vous offrir une réelle croissance. Ça, en marketing, on s'appelle, dans la stratégie, on s'appelle Blue Ocean, hein, la stratégie de l'océan bleu. Il semble que le domaine de concurrence rouge comme un combat ou bien une guerre. Donc, il faut choisir des zones vierges, si vous voulez, et ça s'appelle l'océan bleu, c'est-à-dire une opportunité certaine. Troisièmement, le marché suffisamment ouvert à large et quatrièmement, que les éléments chiffrés soient factuels, réalistes et non flous. C'est-à-dire, ça c'est en relation avec l'étude de marché. On va voir ça dans les diapos suivants. Cinquièmement, que l'analyse de marché est étayée par des informations vérifiables avec des sources fiables et récentes, que le projet n'est pas trop ambitieux ou au contraire pas trop volontariste. Septièmement, que l'équipe est à la hauteur en termes de motivation et de compétences. Et enfin, que le projet fait apparaître une réelle stratégie. Ce sont tous ces thèmes que vous allez découvrir dans cet atelier avec des méthodes et de réflexion les plus pragmatiques possibles afin que vous puissiez réaliser un business plan efficace et séduisant. Donc, on va commencer par ce chapitre, préparer vos arguments. Hein, comment
préparer vos arguments. Parce qu'à la fin, après vous préparer ou bien élaborer votre business plan, vous allez défendre devant soit un organisme de financement, soit des fournisseurs ou bien business angels. Avant de commencer la rédaction de votre business plan, vous devez définir tous les tenants et les aboutissants de votre projet, que vous soyez créateur d'entreprise ou que vous souhaiterez développer votre activité. Bien sûr, en cas d'extension. Pour cela, vous devez pouvoir répondre précisément à l'ensemble des questions qui sont listées dans les pages suivantes. Si vous n'avez pas de répondre viable à l'une de celles-ci, vous devrez réaliser des recherches afin de combler cette lacune. Après avoir répondu à ce questionnaire, auquel nous sommes persuadés que vous ajouterez vos propres questions et réponses, vous aurez ainsi la possibilité, premièrement, d'identifier vos points forts, mais aussi vos points faibles, et d'avoir les réponses aux questions qui vous seront posées lors de la présentation orale de votre business plan par les investisseurs. De ne jamais être surpris, c'est après ce travail de collecte d'informations que vous pourrez alors réaliser la partie rédactionnelle de ce business plan. Cette partie sera abordée dans le second chapitre. Donc, il y a quelques questions. On va essayer de répondre à ces questions. Donc, cet atelier au cours de est de répondre à ces questions. Qui? C'est-à-dire qui sont les différents acteurs contribuant à votre projet? Quoi? Quels produits ou services? Comment? Quelles sont vos méthodes de production ou bien de vente? Pourquoi lancez-vous ce projet, mais aussi pourquoi les prospects achèteraient vos produits ou services? Quand? Quel planning? Quelle est la durée de la prestation? Y a-t-il de la récurrence? Où allez-vous vous implanter? Où allez-vous vendre? Quel est votre circuit de distribution et combien? Quelle est votre politique tarifaire? De combien l'argent vous avez besoin? Donc, ça, c'est la stratégie de pricing. Dans la stratégie marketing, on va voir ça dans le septième point, le pricing, comment aussi le BFR, le besoin de fonds de roulement. On va voir ça dans les diapos suivants. Donc, on va commencer par la première question, qui? Qui? Votre projet est la composante de 4 acteurs. Tout d'abord, la personne morale, qui est l'entreprise. Ensuite, l'équipe, qui la dirige. Puis, les différents partenaires qui soutiennent votre projet. Et enfin, les prestataires et fournisseurs extérieurs que vous avez sélectionnés. Pour chaque acteur, vous avez définir ses forces et ses faiblesses, ce qu'on appelle entre parenthèses l'analyse SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, points forts, points faibles, opportunités et menaces. On va commencer par A, la personne morale. Cette première liste de questions va permettre d'établir la fiche d'identité de votre entreprise. Quelle est la forme juridique? J'ouvre ici une parenthèse. Le cadre juridique, mais la forme juridique est très, très important. Il y a ce qu'on appelle le code de commerce ou bien le droit commercial. Il y a plusieurs types de formes juridiques. Il y a le SAR, le EUR, le SPA, le SNC. Et chaque forme juridique a ses conséquences. Par exemple, le SAR, lorsqu'il y a plusieurs associés, donc SAR, c'est Société à responsabilité limitée. Le SPA, Société par action, etc. Donc, la forme juridique est très importante parce que il y a relation avec la formule de notre projet. Deuxième question, quel est son capital? Le capital préliminaire, si vous voulez. Comment sont réparties les parts aux actions entre chaque membre de l'équipe? Les actionnaires, par exemple, dans le cas d'une SARL, il y a un gérant de cette entreprise SARL, il y a les associés. Et il faut définir les parts des actions de chaque personne, ou bien chaque membre ou bien les associés.
Quelle est la date de création de l'entreprise? Quelle est son implantation géographique? Une fois les réponses apportées, remplissez le tableau suivant afin de visualiser dès à présent les points forts et les points faibles de votre projet. Donc, nous avons ici un tableau, si vous voulez, une matrice, hein, qui concerne le premier point, c'est la personne morale. Nous avons la forme juridique, le montant du capital, date de création de l'entreprise, répartition des parts et quelle est son implantation géographique. Ça, c'est une fiche technique, si vous voulez, ou bien présentation de notre projet, ou bien de notre business plan. B, c'est l'équipe. Hein. Ce questionnaire va permettre de mieux comprendre l'équipe, sa structure, ses motivations. Vous remarquerez rapidement que certaines questions ne sont pas aussi simples que cela et qu'il vous faudra sûrement réfléchir seul ou ensemble pour apporter des réponses satisfaisantes. Quels sont les différents membres de l'équipe? Pour chacun d'eux, quel est son rôle, fonction? Et ça, c'est très important pour définir les tâches, hein, ce qu'on appelle dans la GRH, dans la gestion des ressources humaines, ce qu'on appelle la fiche de poste. Il faut bien définir les fonctions, ou bien les tâches de chaque membre de notre équipe. Et ça, parmi les principes de l'organisation de Henri Fayol, hein, les 14 principes de management, ou bien d'organisation de Henri Fayol, la définition des tâches. Quelle est la légitimité dans ce rôle, hein? Quelle est son expérience professionnelle ou bien sa formation? Quels sont ses principes réussite et échec? Attention, dans les 3 premières questions, dans le business plan, nous avons ce qu'on appelle à la fin des annexes. Les annexes, on doit mettre le CV de chaque membre de notre équipe. Donc, le rôle, le CV, si vous voulez, de chaque membre de notre équipe, on doit mettre à la fin dans le chapitre annexe. En quoi cette personne apporte-t-elle une plus-value à l'équipe? Quel est son investissement personnel ou bien apport personnel en termes de temps, d'apport du projet, de participation financière, etc. Quelle est son ambition personnelle? Quel besoin de réussite a cette personne? Et quelles sont ses valeurs? Ça, c'est pour chacun d'eux. Deuxièmement, au niveau de l'équipe. Comment l'équipe s'est-elle constituée? Affinité, rencontre, recrutement, expérience commune, etc. En quoi cette équipe est-elle stable? Existe-t-il un pacte d'actionnaires? À partir de ces questions, vous allez lister qui fait quoi et surtout pourquoi ces personnes exercent telle ou telle fonction. Vous ferez aussi un focus sur le leader de projet car il sera celui qui sera le plus questionné. En quelques mots, vous devez établir la légitimité de chaque personne par rapport au poste choisi, bien sûr, l'expérience, les compétences et le savoir-faire. Attention, il faut différencier entre le savoir et le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir, c'est les connaissances. Le savoir-faire, c'est les compétences et le savoir-être, c'est le comportement. Donc, c'est ce qu'on appelle les 3 S, 3 C. 3 S sont savoir, savoir-faire, savoir-être et les 3 C sont connaissances, compétences et comportement. Ce sont des raisons factuelles à mettre en avant, mais cela ne doit pas se limiter à un mini-CV de chaque membre de l'équipe. En effet, d'autres facteurs peuvent entrer en compte comme le réseau relationnel, hein, entre parenthèses le networking, ce qu'on appelle en français le réseautage, des expériences personnelles ou associatives, les relations personnelles entre chaque membre du groupe, etc. À partir de ces réponses, vous remplirez le tableau force-faiblesse. L'honnêteté que vous mettez dans la rédaction de ce tableau va vous permettre de visualiser très rapidement
quelles sont les actions que vous devez mettre en œuvre rapidement, comme par exemple de la formation. Par exemple, le porteur de projet a-t-il une compétence de prise de parole en public? Sinon, vous devez envisager soit de donner ce rôle à l'un de ses membres de l'équipe, soit de le former pour acquérir cette compétence. Donc, nous avons ce tableau, l'équipe, les forces et les faiblesses. Hein, c'est à peu près comme l'analyse de SWOT. Nous avons le porteur de projet, l'acteur numéro 2, l'acteur numéro 3, jusqu'à l'acteur numéro N. Donc, on va citer les forces et les faiblesses de chacun. C'est, ou bien troisièmement, les partenaires. Hein. In English, we call it stakeholders. Et dans la littérature française, on dit les parties prenantes, hein, si vous voulez. Les parties prenantes, ou bien on a ici les partenaires. Pour vous aider dans votre projet, vous avez peut-être déjà fait appel à des partenaires. Ceux-ci peuvent être de plusieurs ordres, financiers, partenaires actifs ou dormants, techniques, apporteurs d'un brevet ou d'une technologie innovante, institutionnels qui vous soutiennent dans votre action, intellectuels, cas des tuteurs pour les jeunes chefs d'entreprise, ou bien le mentor, hein, le tuteur ou le mentor. Pour chaque partenaire, vous devez déterminer quel est son apport dans la réalisation des projets, quelles sont ses motivations pour vous soutenir, entre parenthèses, objectifs réels et objectifs cachés, quel est le risque qu'il fasse, souvent, tel risque existe, quelles en seraient les conséquences, s'ils ont un vrai pouvoir de décision, particulièrement dans le cas des partenaires institutionnels qui peuvent vous donner un soutien de principe, mais qui ne peuvent réellement agir. Vous devez aussi lister les partenaires dont vous avez besoin, avec qui vous avez un nom établi un contrat, mais qui n'ont pas donné d'accord pour votre projet. Il s'agit principalement des institutionnels que, dont une décision négative pourrait être fatale ou tout du moins apportant des difficultés complémentaires à votre projet. Dès les fournisseurs. Dans certains cas, les fournisseurs peuvent être de véritables points positifs pour votre dossier, notamment quand si on a un savoir-faire exclusif. Si c'est le cas, répondez aux questions suivantes par fournisseur. En quoi ce fournisseur apporte-t-il un véritable plus pour le projet? Quelle est la situation de la société avec ce fournisseur? Contrat signé, négociation, lettre d'intention. Quel est le risque pour le projet si ce fournisseur ne contracte pas avec l'entreprise? Le choix des fournisseurs n'est pas anodin. Il reflète assez souvent la personnalité du chef d'entreprise. Vous serez sûrement amené à répondre à cette question supplémentaire. Pourquoi lui? Donc, il est très important de bien choisir les fournisseurs. Dans le management stratégique, nous avons ce qu'on appelle la stratégie d'intégration vers l'amont et vers l'aval. Vers l'amont, ici, vers le fournisseur, et vers l'aval, vers les distributeurs, bien les clients. Et même dans le modèle de Michel Porter, l'analyse de l'industrie, il y a le pouvoir de négociation avec les fournisseurs et les pouvoirs de négociation avec les distributeurs ou bien les clients, les forces, et bien sûr, les forces des fournisseurs et la force des distributeurs, parmi les forces ou bien le modèle de Michel Porter dans l'analyse industrielle. Maintenant, le SWOT du qui. Hein, on fait une analyse SWOT du qui. À travers les différentes réponses aux questions précédentes, vous êtes en mesure de déterminer quels sont les points forts et les points faibles des acteurs humains intervenant sur votre projet. Pour les synthétiser, vous utilisez une méthode que nous retrouverons plusieurs fois dans cet ouvrage,
le SWOT. Le mot SWOT est l'acronyme de Strength, Force, Weaknesses, Faiblesse, Opportunities, les opportunités, et Threats, menaces. On le présente sous forme de matrice, dont la première ligne représente l'interne à l'entreprise et la seconde, tout ce qui est externe à celle-ci. La première colonne répertorie les points positifs, la seconde, les points négatifs. Dans le carré vos forces, vous indiquerez les éléments positifs internes de votre équipe. Cela peut être la qualité et l'expérience de ses fondateurs et collaborateurs, par exemple. Le fait d'avoir envie de travailler ensemble est une force à noter, comme dans l'exemple ci-dessus. Dans la case vos faiblesses, vous répertoriez l'ensemble des compétences manquantes qui peuvent entraver la bonne marche de projet. Les opportunités recenseront tous les partenaires qui vous font confiance et qui sont en mesure de vous apporter à l'aide dans le bon déroulement de votre projet. Enfin, dans les menaces, Fritz veut noter toutes les personnes qui peuvent entraver votre projet, comme par exemple une institution locale ne souhaitant pas voir votre implantation dans la zone souhaitée. Donc, on peut démontrer l'analyse SWOT dans cette matrice, bien sûr, sous forme de matrice. Donc, nous avons 4 cases, positif, négatif, hein, interne et externe. Donc, nous avons dans l'environnement interne, dans l'entreprise, nous avons les forces, soit faiblesse, et à l'environnement externe, soit une opportunité, soit une menace. Donc, dans la première case, nous avons force, l'exemple envie de réussir ensemble, expérience professionnelle de l'équipe adaptée au projet, ça c'est un exemple de point force. Faiblesse, l'exemple c'est compétences X manquantes, certaines compétences manquantes. Les opportunités, tuteur d'entreprise, mais le mentor. Les menaces, par exemple, concurrence aiguë, hein, c'est-à-dire une forte concurrence dans le domaine, par exemple. Maintenant, on passe aux deuxième question, quoi, hein? Après avoir répondu aux questions qui concernent les premières questions, qui, maintenant on passe aux deuxième question, quoi. Il est temps désormais de présenter ce que vous souhaiterez ou bien souhaitez vendre, que ce soit des produits ou des services. Vous allez donc travailler sur la définition de votre activité, de son marché, de la concurrence. Vous devez vous mettre à la place de votre lecteur. Celui-ci peut être un néophyte dans votre secteur d'activité. Pour lui, il faut réaliser une description simple et facilement compréhensible. Mais il peut aussi être un expert dans le domaine. C'est souvent le cas quand vous faites appel à des business angels ou des fonds d'investissement. Pour ces experts, votre approche doit, elle aussi, être celle d'un professionnel maîtrisant son sujet. C'est pourquoi nous vous conseillons de répondre aux questions selon 2 axes. Le premier, accessible à tous. Le second, pour les experts. La description du produit et du service. Attention, c'est très très important de bien décrire votre produit ou bien du service. Dans le BMC, on va voir ça dans le 3e jour, Inch'Allah, après avoir le business plan, vous devez préparer votre BMC, Business Model Canva. Il y a 9 blocs. Le bloc essentiel, c'est le bloc au centre, les valeurs, values en anglais, les valeurs. Quelle est votre valeur ajoutée à travers votre projet? Donc, ici, la question est simple. Que faites-vous ou que souhaitez-vous proposer à vos futurs clients? Une bonne idée doit pouvoir se décrire en moins de 30 mots, 2 phrases, et doit déjà susciter de l'intérêt chez votre interlocuteur. N'hésitez pas à rédiger dans un premier temps une description exhaustive de votre produit ou service
avec un maximum de détails, puis pour chaque détail, posez-vous la question sur l'intérêt de celui-ci pour vos interlocuteurs. Est-il nécessaire, hein, cette question, apporter un vrai plus dans la description de l'activité. Ainsi, vous pourrez réduire mot après mot chaque partie de votre description que vous simplifiez encore en utilisant le présent de l'indicatif, tout simplement pour donner vie au produit ou service. B. L'état d'avancement du produit ou du service. Avoir une idée, c'est bien, très bien même, mais ce qui est mieux, c'est de pouvoir décrire l'état d'avancement de votre produit ou service et d'en préciser l'utilité. Pour cela, vous répondrez aux questions suivantes. Quelles sont les fonctions du produit ou service que vous proposez? Pour un produit, quelle est la taille ou bien quelle est sa taille, son poids, son design, son packaging? Quelles sont les performances du produit ou du service? En quoi apporte-t-il une solution? Quels sont les points forts du produit ou du service et ses points faibles? Quel est le niveau de finalisation du produit ou service? Concept, maquette, produit fini, produit déjà sur le marché, recherche et développement complémentaires nécessaires, etc. Quel est le prix d'achat du produit ou du service? Quel est son prix de vente? Quels sont éventuellement les revenus complémentaires sur lesquels l'entreprise peut compter? Quelles sont les modifications, améliorations, évolutions envisagées de l'offre pour produit ou service dans une seconde phase? Issu de ce questionnaire, le lecteur doit pouvoir s'imaginer mentalement le produit ou le service comme s'il avait sous les yeux. C'est les protections légales et les autorisations de mise sur le marché. Premièrement, les protections légales. En complément de cette description, il est nécessaire de lister les différentes protections légales mises en place pour protéger votre offre de service ou de produit. Le dépôt de la marque, classe déposée étendue géographiquement du dépôt, la protection du nom de domaine, le site web, particulièrement quand celui-ci peut avoir une valeur financière importante à la revente, des dépôts de brevets, hein, en précisant la zone de couverte de ceci, la protection des dessins et des modèles, par exemple le logo, la protection des logiciels faisant partie de l'offre. Il y a plusieurs organismes, attention, par exemple, chez nous, ici, il y a le CNRC, hein, Centre national du registre commerce. Avant la création, avant la diffusion de votre registre de commerce, il y a ce qu'on appelle les frais d'enregistrement. Il faut choisir un nom, hein, et le enregistrer et protéger. Et chez nous aussi, nous avons l'INAPI, hein, l'Institut national de la propriété industrielle. C'est l'équivalent du WIPO, World Property, Intellectual Property. C'est un organisme international situé en Espagne qui protège les droits, ou bien tous les brevets, même les droits d'auteur, hein, même les droits d'auteur, les brevets d'invention, etc. Pour protéger les marques, bien sûr, pour protéger les entreprises de contrefaçon, de piratage, etc. Pour un produit, le dépôt d'un brevet de dessin de l'application logicielle peut vous protéger, mais cette protection est elle-même complète où il est possible pour un concurrent de vous copier et de présenter un produit similaire avec des fonctionnalités proches ou supérieures à celui que vous souhaitez implanter sur le marché. Dès à présent, listez les moyens nécessaires que pourrait avoir un concurrent pour réaliser un produit sensiblement identique au vôtre. Pour un service, il est encore plus difficile d'avoir une protection efficace car les idées ne peuvent être brevetées de la même manière, évaluer les ressources nécessaires qu'aurait à mettre un client pour vous concurrencer.
Donc, il est très important de protéger légalement votre droit, la marque, logo, nom de domaine, etc. Les autorisations de mise sur le marché. Certains produits ou services demandent des autorisations spéciales, voire sont interdits dans le pays où vous souhaitez exercer. C'est pourquoi vous devez lister, si c'est nécessaire, les articles de la loi vous autorisant la diffusion de votre offre de produits ou services sur le marché, les autorisations nécessaires à obtenir pour vous implanter, les freins juridiques éventuels qui pourraient ralentir votre projet. Euh, il y a plusieurs exemples, hein. Je peux donner ici un exemple de, par exemple, une station de lavage automobile, hein. Il y a les déchets, hein, des huiles usées. Donc, il y a des autorisations qu'il faut pour, avant de lancer votre activité. Donc, attention aux autorisations parce qu'il y a plusieurs activités réglementées, si vous voulez. Dès le marché, hein, ça c'est très important, le marché, hein, vous voilà au cœur du business plan, car sans marché, pas de vente de produits ou de services, pas de chiffre d'affaires, donc pas d'entreprise viable. La question fondamentale que s'en poseront forcément les investisseurs sera de savoir si le produit ou service répond à une attendue ou bien attente du marché et si celui-ci sera accepté par celui-là. La taille du marché est donc élément primordial dans votre réflexion. La taille de marché, est-ce que le marché, c'est un marché concurrentiel, marché monopolistique, hein, par exemple, etc. Donc, faire attention au marché parce que le marché, c'est le bain, si vous voulez, hein. Description de marché, hein. Qui achète, hein. La question essentielle ici, qui achète? Bien sûr, ça c'est en relation avec les consommateurs ou bien les clients. Quelle est la typologie des acheteurs, de l'acheteur? Si votre produit-service est grand public, il faut préciser la tranche d'âge, le sexe, le CSP, la localisation géographique de l'acheteur, ses habitudes d'achat, etc. Ça c'est une relation avec ce qu'on appelle le comportement du consommateur, hein. Dans les étudiants de management, dans le module de marketing, c'est bien qu'est-ce que je dis. Dans le comportement de consommateur, il y a dans la théorie moderne du comportement de consommateur, il y a les rôles de consommateur. Donc, we have decider, influencer, buyer and user. Par exemple, dans une publicité, dans la télé destinée aux enfants, a une relation avec une poupée qui s'appelle Barbie, par exemple, hein. Une poupée s'appelle Barbie. Donc, la publicité orientée vers les enfants, hein, et l'acheteur, bien sûr, ce n'est pas l'enfant, c'est le papa. L'influenceur peut être la maman. Et l'utilisateur de ce produit, c'est l'enfant. Donc, nous avons ici 4 rôles. Il y a un décideur, influenceur, un utilisateur et acheteur. Donc, si votre produit ou service un grand public, c'est-à-dire un produit de masse, si vous voulez, il faut préciser bien sûr le tranche d'âge, hein. Est-ce que pour les adultes ou pas, pour enfants, le sexe homme-femme, l'exemple des domaines des textiles par exemple, la localisation géographique, euh, par exemple le nord, le sud, les classes sociales, attention, les classes sociales, le niveau de revenus, hein. Est-ce que ces familles ont un revenu important ou bien un revenu limité? Donc, ces détails très, très importants. Si votre produit ou bien service est B2B, business to business, quelle est la taille moyenne de l'entreprise cliente et qui est le décideur, qui est le prescripteur, quelle est la zone géographique où se concentrent les clients? Le B2B est différent de B2C. L'achat, l'achat dans le consommateur final, c'est une décision premièrement émotionnelle.
et individuelle. Par contre, dans le B2B, c'est une décision collective et rationnelle. Même les montants d'achat dans l'achat final limité, mais les montants d'achat dans le B2B, hein, l'achat industriel, des montants importants. Pourquoi achète-t-il? Hein? Pour faire des économies, parce que c'est nouveau, parce que cela répond à une demande bien spécifique, etc. Quand achète-t-il? Influence de la saisonnalité, tant entre la volonté d'achat et le passage à l'acte. Comment achète-t-il? Via des points de vente en direct, via votre site internet, par téléphone, de porte-à-porte par exemple, etc. Si votre entreprise a déjà des clients, vous devez ajouter les motifs déclarés par les clients existants sur leur décision de contracter avec vous. Pourquoi certains clients ne sont pas fidèles, voire ont rompu votre relation commerciale, ce que vous avez mis en place face aux clients mécontents. Donc, en cas de réclamation, par exemple, on a une mauvaise feedback hein, du marché, qu'est-ce que vous voulez faire? Surtout s'il y a plusieurs réclamations. Donc, les clients ne sont pas satisfaits. Deuxièmement, l'étude de marché. Hein, ça, c'est très, très important. Ça, c'est le noyau de votre étude ou bien de votre business plan. L'étude de marché, très, très important. L'étude de marché a pour objectif de placer votre activité dans son environnement. Si vous vous positionnez localement, cette étude devra être très précise car vous aurez peu d'éléments à étudier et peut-être pas assez de sources étayer votre analyse. Si vous souhaitez distribuer votre produit ou service nationalement, vous trouverez des éléments factuels auprès de nombreux relais. Enfin, si dès le départ vous visez une implantation internationale, ne risquez pas, ne risquez-vous pas de faire peur par une ambition démesurée et ne feriez-vous pas preuve de discernement en vous positionnant au départ sur un seul pays et en précisant qu'en termes, vous pensez dupliquer votre concept au niveau international. Dans l'analyse de l'environnement externe, nous avons l'environnement externe abrégé dans le mot PESTEL. PESTEL, c'est PESTEL P politique, E économique, S social, E écologique, L légal et bien sûr on ajoute international, l'environnement international. Maintenant, l'ambition de chaque entreprise, c'est d'expanser vers l'international, entrer dans l'exportation par exemple. Donc, il faut faire attention lorsque vous travaillez ou bien votre cible sera à l'international parce que vous avez besoin d'une étude de marché bien prise. Si votre activité est classique, vous trouverez des informations chiffrées auprès des syndicats professionnels, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métier et de l'artisanat, des chambres d'agriculture, des livres de référence, des revues spécialisées, des réseaux sociaux, Internet, etc. Vous pouvez aussi trouver des informations assez pertinentes dans le document diffusé par les concurrents, principalement le rapport annuel. Donc, il y a plusieurs sources d'informations, ce qu'on appelle la recherche documentaire. Maintenant, il est simple avec l'utilisation de l'IA, l'intelligence artificielle, les sites internet spécialisés, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut, dans certains cas, lancer une étude de marché personnalisée. Si en revanche vous vous positionnez sur un secteur d'activité émergent, le travail de recherche des données n'en sera que plus compliqué. Il est souvent judicieux de faire réaliser son étude de marché par une société spécialisée ou si vous n'avez pas beaucoup de moyens par un junior d'entreprise d'une grande école de commerce, etc. En effet, ils ont les compétences pour définir la taille critique du nombre de personnes à interviewer, savent définir des questionnaires pertinents et en faire une analyse objective.
Les études de marché réalisées en interne sont en général trop orientées vers la réponse que souhaite obtenir le porteur de projet et le panel des personnes interrogées trop proche de l'intervieweur. Ainsi, à l'issue de vos recherches, vous devez pouvoir répondre aux questions suivantes. Sur la nature du marché, quel est le volume du marché, aussi bien quantitativement que financièrement? Quelle est l'évolution de ce marché? Hausse, baisse, stagnant? De combien en pourcentage? Attention, il faut chercher bien pour bien définir la taille du marché, hein, et la nature du marché. En termes de volume, le volume soit quantitativement ou bien financement, et soit l'évolution. Est-ce que c'est un marché en hausse ou bien en baisse, ou bien un marché stagnant, et combien de pourcentage? Quelle comparaison peut-il exister entre ce marché et d'autres marchés? Par exemple, le marché des batteries pour téléphones portables est strictement lié au marché de la vente des téléphones portables. Ainsi, vous pourrez vous adosser aux études de ce marché des téléphones plutôt que de lancer une étude de marché spécifique sur les batteries. Par exemple, quels sont les acteurs de ce marché en France et à l'étranger, ou bien le Comore, ou bien la Tunisie, etc. Ça, c'est l'exemple de la France, bien sûr. Quelle réglementation encadre cette activité dans un certain pays? Conditions d'exercice, conditions d'accès, obligations financières spécifiques, demande d'agrément, etc. Je me rappelle bien l'exemple d'un ami euh, venant de la France, essayer d'ouvrir une salle de sport et il surprit des demandes d'autorisation de plusieurs entités. La santé, la police, la protection civile, l'environnement, etc. Il était étonné par ce nombre de demandes d'autorisation. Hein. Autre question, quelle part de marché en pourcentage l'entreprise souhaite-t-elle prendre à 12 mois, à 5 années ou bien à 10 ans? Sur la clientèle, quelle est la clientèle cible? Quel est son profil socio-économique? Quels sont ses besoins? Le profil socio-économique est très important. Par exemple, si votre clientèle a un niveau intellectuel, certain niveau intellectuel, ou bien un niveau intellectuel limité, hein, c'est très important. Le niveau de vie, hein, le niveau de vie des ménages ou bien des familles, ou bien c'est votre clientèle potentielle ou bien votre clientèle réelle, et quels sont ses besoins. Les besoins de ces clients potentiels sont-ils clairement exprimés ou sous-jacents? Quels sont les moteurs qui incitent les clients potentiels à acquérir des biens ou services de ce marché? Et quels en sont les freins? Quels sont les éléments déclencheurs qui transforment les prospects en clients? Lorsque l'entreprise a déjà une activité et qu'elle peut exploiter ses propres données, des informations complémentaires peuvent enrichir cette étude de marché. Le coût d'acquisition d'un client est, par exemple, d'une donnée essentielle. C'est la somme des dépenses réalisées à titre commercial divisé par le nombre de clients obtenus. Le taux de fidélisation. La fidélisation, c'est un sujet très important dans le monde du marketing. Euh, la fidélisation a une relation avec la fréquence d'achat. Hein. Lorsqu'un acheteur ou bien un consommateur ou bien un client achète fréquemment votre entreprise, c'est un client fidèle. Hein. Donc attention, la fidélisation, ou bien lorsqu'on dit un client fidèle, c'est-à-dire avec une franche action, c'est un achat, un réachat, etc. Donc un achat continu. Le pourcentage de nouveaux clients apportés par les clients existants pour compter notre part de marché, ou bien notre taux de croissance en termes de clientèle. Troisièmement, la concurrence. L'étude de concurrence s'effectue tout au long de la vie de l'entreprise. Le business plan est le moment idéal pour faire une photo de l'environnement concurrentiel et doit mettre en avant qui sont les concurrents directs de l'entreprise, hein, ce qu'on appelle la concurrence directe. Pour chaque structure, vous devrez donner les informations suivantes
structure de l'entreprise, forme juridique, actionnelle et capitaux, pourcentage de l'activité en concurrence frontale avec la vôtre, chiffre clé du concurrent, chiffre d'affaires, nombre de collaborateurs, marge brute, etc. et position géographique. Généralement, dans les stratégies marketing, nous avons une stratégie, ce que s'appelle la stratégie du spécialiste. Il y a plusieurs, d'après Igor Ansoff, nous avons la stratégie du leader, la stratégie du suiveur, la stratégie du spécialiste. Dans la stratégie du spécialiste, l'entreprise ici cible ce qu'on appelle la niche de marché. Par exemple, le marché des boissons, le marché des boissons, le marché des jus. Il y a plusieurs marques, c'est un marché concurrentiel, mais la niche de ce marché, c'est light, c'est-à-dire des boissons ou bien des jus sans sucre. Ça, c'est la niche de marché, par exemple. Dans le marché, soit les yaourts, les boissons, les jus, etc. Donc, ici, on va essayer de cibler ce qu'on appelle la niche de marché, ou bien un marché spécifique dans le marché global. La position géographique, il faut bien préciser la localisation de votre concurrent en termes de zone géographique. Image de marque de concurrent, taux de notoriété et taux d'appréciation, la part de marché, organisation de l'entreprise, stratégie commerciale et financière, point fort face à votre projet, point faible, capacité de réaction face à l'émergence de votre projet en termes de délai de réalisation, de prix, de service, etc. C'est-à-dire ici la différenciation. Attention, dans le domaine marketing, la différenciation, généralement, les gens pensent qu'il est sur le marché. Ce n'est pas sur le marché, c'est dans l'esprit, dans la tête, si vous voulez, de consommateur. Par exemple, lorsque je demande de l'un de vous d'acheter une pile, par exemple, choisissez une marque pour les piles, par exemple, tout le monde va acheter une marque bien précise. C'est l'exemple, par exemple, de Sony, par exemple. Donc, Sony a réussi de bien positionner dans l'esprit ou bien dans le cerveau de chacun de nous une marque de qualité, de robustesse, si vous voulez. Donc, la différenciation dans la tête dans l'esprit de consommateur. Ça, c'est qui sont les concurrents directs de l'entreprise. Deuxièmement, avant, image de marque de concurrents, taux de notoriété, part de marché, etc. Point fort et point faible, capacité de réaction, éléments vos différenciants, et qui sont les concurrents indirects. Maintenant, les concurrents indirects, en termes de produits ou services de substitution, et quel impact cela a-t-il sur le marché en termes de connaissance du client, de possibilité de vous nuire. Attention, est-ce que je peux donner un exemple? L'exemple, par exemple, les entreprises qui fabriquent ou bien qui produisent le lait, par exemple. Le lait en poudre. Il y a la concurrence des entreprises qui vont acheter et il y a un substitution de lait, par exemple le thé, par exemple, ou bien un chocolat, par exemple, ou un autre produit. Donc, il faut bien préciser les produits ou bien services de substitution qui impactent sur le marché. Quels sont les nouveaux acteurs pouvant venir en concurrence de votre offre ou bien de votre bien ou bien votre service? Donc, dans l'analyse de Michel Porter, c'est les nouveaux entrants. Dans le futur, quels sont les possibles nouveaux entrants, c'est-à-dire les nouveaux acteurs pouvant venir en concurrence. Le SWOT de quoi? On fait une petite analyse SWOT.
Quand vous l'avez effectué pour la première partie, vous devez réaliser une analyse des forces et faiblesses, autant en interne qu'en externe, de votre produit ou service à travers un SWOT. En interne, les forces et faiblesses résulteront principalement de l'état d'avancement du produit ou service et de sa protection juridique. En externe, vous y intégrez les résultats de votre étude de marché et de votre étude de la concurrence. Donc, en interne et externe, nous avons soit positif, soit négatif, vos forces. Il faut citer vos forces, vos faiblesses, les opportunités et les menaces. Ça, c'est ce qui concerne l'étude de marché et l'étude de la concurrence. Maintenant, on passe aux troisième question dans notre business plan, c'est le comment. Comment va vous permettre de définir comment vous allez fabriquer votre produit ou en mettre dans les compétences nécessaires pour lancer votre service, comment vous allez organiser votre activité sur le plan humain, comment vous allez prospecter et trouver de nouveaux clients, c'est la stratégie commerciale. Commençons par le A, les moyens techniques. Les moyens techniques avant le lancement de votre activité sont bien différents si vous lancez un produit ou un service. Pour ce dernier, vous aurez peu d'investissement préalable et vous pourrez sûrement commencer votre activité rapidement. Au contraire, si vous effectuez de ventes de produits, vous devez lister des moyens nécessaires avant de commencer votre production et la vente de votre produit. Puis les moyens au cours de l'exploitation normale de votre activité. Les biens pour la vente de produits. Voici une liste des questions à vous poser si vous souhaitez faire de la vente de produits. Pour chaque question, vous devez donner 2 réponses. Les besoins préalables à l'exploitation, les besoins au cours de l'exploitation et bien sûr, pour un produit que vous fabriquez en interne, avez-vous déterminé les contraintes en recherche de développement, l'impact financier des produits à déposer? Généralement ici, chez nous, nous avons, je vais vous donner l'exemple de l'industrie électroménager. Il y a 2 types de contrats, SKD et CKD. SKD semi-knockdown and SKD CKD c'est completely knockdown and SKD c'est semi-knockdown. C'est-à-dire l'entreprise ou le fabricant importer les pièces de rechange, soit complètement et fait le montage, soit un produit semi-fini. C'est un type de fabrication connu dans chaque pays. Dans la production, par exemple, l'électroménager, les ordinateurs, les téléphones portables, les appareils électriques, etc. La nature des opérations nécessaires à la fabrication de vos produits, processus des 5 M. The 4 M's, le means, materials, management. Par exemple, le premier M, c'est la matière, ses ressources, ou bien ses sources d'approvisionnement, les prix, les délais, les quantités minimales, la durée de conservation, l'impact logistique en termes d'entreposage, la sécurité liée à la surveillance de ces produits, etc. Les méthodes, le personnel, sa formation, l'écriture du processus de fabrication, des fiches techniques par phrase, ou bien par phase de production, le contrôle qualité, etc. Le troisième même, c'est les machines, la nature des machines et matériels nécessaires à la production, les opérations de maintenance, le temps d'immobilisation des machines, panne ou maintenance, leur financement, le comptant, crédit, leasing, location, leur durée de vie, c'est-à-dire les amortissements. Le quatrième, c'est les main-d'œuvre, men in English, que ce soit les ingénieurs, les techniciens ou les ouvriers, quels sont leurs profils, sont-ils facilement disponibles sur le marché du travail, quel est le turnover moyen
par typologie de salariés, quelles sont les formations indispensables à organiser, etc. Et le cinquième, le dernier, c'est le management. Comment allez-vous gérer le personnel? Quel outil de productivité allez-vous mettre en œuvre? Quel est le partage des responsabilités que vous avez imaginé? Les coûts, financement du stock des matières premières, des produits finis et semi-finis. Attention, dans notre domaine de management, il y a une information très importante. Le stockage, c'est un coût. Le stockage, surtout par exemple dans le cas des... dans, le stockage nécessite le froid, par exemple. Les entrepôts, bien des chambres froides, etc. Donc, c'est un coût. Attention. Financement des flux, fluides énergie, financement des petits matériels d'outillage, les possibilités de sous-traitance de tout ou partie du processus de fabrication. Il y a une différence entre sous-traitance et externalisation. Attention. La plupart des gens disent que la sous-traitance, c'est l'externalisation. Attention, c'est différent. Il y a une petite différence entre sous-traitance et externalisation. Lorsque l'activité au sein de l'entreprise et s'externalise. Donc, c'est une externalisation. Mais si c'est une activité hors le métier de l'entreprise, c'est une sous-traitance. Par exemple, une cimenterie qui fait la restauration de ses employés. Donc, la restauration des employés, ce n'est pas le métier de l'entreprise. Donc, ici, c'est la sous-traitance. Mais lorsque une demande forte et le cimenterie demande à un concurrent de produire une quantité de ciment, ça, c'est une externalisation. Donc, ça, c'est la différence entre sous-traitance et externalisation. L'impact sur surface à construire ou à aménager, les réglementations qui vous sont imposées, les logiciels dont vous aurez besoin, quel est le coût d'achat, ceci, quels sont ceux pour lesquels vous devez payer une licence annuelle, les outils de contrôle envisagés pour la gestion de vos stocks, comment vous allez organiser vos ateliers. Donc, il faut répondre à ces questions. Si vous faites de la revente de produits existants, les contraintes sont plus légères. Néanmoins, vous devez vous poser les questions suivantes. Quelles sont vos sources d'approvisionnement? Sont-elles fiables? Qui, d'une rupture de produit chez l'un de vos fournisseurs, quel en serait l'impact sur votre activité? Combien de stocks vous faut-il? Comment le financez-vous? Enfin, vous devez vous poser des questions sur la logistique à mettre en œuvre. Où stocker vos produits? Qui des bâtiments nécessaires? Qui des assurances? Comment organiserez-vous le transport de vos produits, aussi bien en réception qu'en livraison? Quel en est l'impact sur la situation géographique de votre entreprise? Deuxièmement, les besoins pour la vente de services. Les moyens à mettre en œuvre pour la vente de services sont assez légers. Ils se résument en général à l'acquisition de matériel et de logiciels et par l'embauche de compétences appropriées. Néanmoins, avez-vous réfléchi sur les risques que vous encouragez ou bien encourez en tant que conseil, les assurances à prendre pour vous couvrir, votre processus d'amélioration que la qualité de vos services, les formations nécessaires pour garder des compétences ou bien des compétences à jour, bien sûr. Donc, ce sont des besoins pour la vente de services. La différence entre produit et service, le service, on ne peut pas stocker un service. Et la consommation, le service produit et consommé en même temps, dans le même temps. C'est-à-dire, le moment de production, c'est le moment de consommation du service. Intangible, c'est un service immatériel, instantané, et on ne peut pas stocker.
La stratégie en ressources humaines. La stratégie mise en œuvre par l'entreprise dans le domaine des ressources humaines est significative des valeurs de son dirigeant. Elle sera souvent comparée aux valeurs décrites dans la partie qui du présent document. Le personnel, premièrement le personnel, tout d'abord décrivez le personnel nécessaire au démarrage de l'entreprise, puis le nombre de collaborateurs requis pour l'exploitation de votre activité. Ensuite, posez-vous les questions suivantes. Quelles sont les qualifications requises? Quel est l'effectif nécessaire et sa décomposition? Ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres des régions, bien cadres supérieurs, etc. Quelle est la répartition entre salariés intermédiaires et freelance? Quel est le niveau des salaires? Quelles sont les responsabilités de chacun? Donc, ce qu'on appelle la fiche de poste, hein, pour éviter la confrontation entre les gens. Hein, il faut bien définir les tâches pour chaque poste ou bien pour chaque personne. Quelle sera la durée de temps de travail? Y a-t-il un ratio entre le nombre de collaborateurs et le chiffre d'affaires ou en fonction du nombre de clients, cas d'une hotline par exemple, ou en fonction du nombre de produits vendus, par exemple dans le cas de manutentionnaire. Deuxièmement, les valeurs humaines de l'entreprise. Quelle est la politique au sujet des heures supplémentaires, extra hours? Quel est le ratio entre le plus gros et le plus faible salaire? Quelle est la politique de formation de l'entreprise? Attention, chez nous, par exemple, il y a ce qu'on appelle la taxe de formation et d'apprentissage. Dans la réglementation oblige les entreprises de faire des actions de formation et il y a une taxe, ce qu'on appelle la taxe, c'est une taxe remboursable, bien sûr. L'entreprise fait des actions de formation. Après avoir ces activités, ils mettent un dossier au niveau des directions de formation professionnelle pour rembourser la taxe de formation. Bien sûr, la taxe de formation, c'est 2% de la masse salariale. Hein. C'est un montant très important. Donc, attention, la formation et l'apprentissage, hein, qui est en relation avec la formation continue, la formation professionnelle. Quelle est la politique de partage des bénéfices? Avez-vous prévu une politique d'intéressement? Quels sont les avantages autres que numéraires proposés aux collaborateurs mutuels, plan d'épargne, entreprise, tickets, restaurant, chèques de vacances, etc. Hein? Favorisez-vous tel ou tel segment de la population? Personnes au chômage, personnes en rupture d'emploi, réseau personnel, famille, hommes, femmes, personnes de plus de 50 ans ou au contraire jeunes en début de carrière. Bien sûr, ça c'est dans la politique de recrutement dans votre entreprise. C'est la stratégie commerciale. Hein. Stratégie commerciale, mais stratégie marketing, hein, comme vous voulez. Il ne suffit pas d'avoir un bon produit ou service pour se vendre tout seul. Cette erreur que font beaucoup de créateurs d'entreprises se retrouve dans de nombreux business plans. Seules les très grandes marques peuvent compter sur un effet de buzz pour faire connaître un nouveau produit, cas de l'iPad par Apple en 2010. L'iPad 1 de la marque connue Apple en 2010. À l'époque, c'est un nouveau produit. Mais même ces grands opérateurs investissent en marketing et communication pour promouvoir leurs produits. C'est pourquoi le porteur de produits et de projets devra définir une stratégie commerciale réaliste, s'appuyant sur une politique de prix, de service, de distribution et de communication. Généralement, dans le domaine de marketing, on s'appelle ça les 4 P. Hein? Product, Price, Place and Promotion. Prix, produit, prix, distribution et promotion. Et dans
la promotion, nous avons le promotion mix. Promotion mix, advertising, donc c'est la publicité, la force de vente, la publication, les influenceurs, etc. Premièrement, la politique de prix. Quel est le prix de votre produit ou service? En quoi se distingue-t-il des prix des produits ou services concurrents? Attention, dans le pricing, donc comment mettre votre prix, il y a plusieurs méthodes. Par exemple, le prix à travers le coût de production, plus la marge de bénéficiaire. Et il y a plusieurs types. Donc, par exemple, d'écrémage, hein, il y a une stratégie, ce qu'on appelle la stratégie d'écrémage. Lorsque vous êtes le premier entrant de le marché, vous essayez de écrémer, hein, si vous voulez, hein, entrer avec des prix en eau, des hauts prix, pour faire l'écrémage du marché. Et bien sûr, il y a le prix psychologique, hein. Par exemple, 9,99, hein, au lieu de dire 10, on dit 9,99. C'est un prix psychologique. Il y a plusieurs, les étudiants qui font le marketing, c'est bien que ce que je dis. Quelles sont les modalités de paiement que vous posez, paiement comptant ou à crédit, délai de paiement, etc. Quelles sont les remises offertes, à quelle occasion, hein, par exemple la période des soldes, hein, des remises, des promotions. Quel est l'impact de ces remises sur votre prix de vente moyen? Ça, c'est ce qu'on appelle la politique de prix, hein, il y a pricing. La politique de service associé, en complément du produit ou du service que vous pouvez proposer et dont vous avez déterminé la politique de prix, vous devez politique de service. Quelle est la garantie que vous proposez? Entre parenthèses, dans certains cas, ce qu'on appelle le SAV, le service après-vente. Sur quelle durée, hein, durée de garantie, par exemple 12 mois, 40, 24 mois, 36 mois, 5 ans. Quelles sont les exclusions? Cette garantie vous impose-t-elle des contraintes en termes de disponibilité, par exemple, obligation de résoudre un problème en 2 heures, par exemple? Devez-vous mettre en place une hotline? Si oui, quels sont les impacts personnels mobilisés, heures de disponibilité, etc. La troisième politique, c'est la politique de distribution. Vous devez dorénavant définir comment vous allez vendre et choisir un ou plusieurs modes de distribution, mais avant tout, il est nécessaire de préciser, souhaitez-vous vendre à distance? Si oui, comment générez-vous des demandes de devis? Cette vente se fera-t-elle virtuellement, entre parenthèses, e-boutique, hein, e-shop, par téléphone ou bien par courrier? La concrétisation de la vente nécessite-t-elle une visite d'un technico-commercial ou bien un vendeur itinérant, par exemple? Quel est le ratio nombre de clients, nombre de devis? Attention aux estimations par feuille. Quel est le temps moyen pour réaliser un devis? Avez-vous besoin d'une plateforme téléphonique sur place ou sous-traiter? Souhaitez-vous sous-traiter la génération de prospects, des leads? Si oui, quelles sont les capacités des fournisseurs à vous fournir des contrats? Combien pouvez-vous en avoir? À quel prix? Quelle est la qualité de ces leads? Quels sont les outils dont vous avez besoin pour mettre en œuvre cette stratégie de vente à distance? Souhaitez-vous vendre via un réseau? Donc, le premier cas, c'est de vendre à distance. Maintenant, souhaitez-vous vendre via un réseau de commerciaux, c'est-à-dire distribution physique? Si oui, les commerciaux seront-ils salariés dans l'entreprise? Quel est le ratio nombre de clients visités par, alors bien sûr, nombre de contrats? Quelle est la structure organisationnelle à mettre en place? Quel profil doivent avoir vos commerciaux? Les commerciaux seront-ils répartis sur une zone géographique? Si oui,
Quel est l'impact en termes de logistique? Pouvez-vous confier tout ou partie de la vente à des VRP ou des agents commerciaux exclusifs? Si oui, savez-vous comment les trouver, les gérer, les former? Quel est le montant de commission que vous devrez verser? Donc, troisième cas, si vous vendez via un réseau de distributeurs, si oui, quelle est la typologie de ces distributeurs? Devront-ils être formés? Demandent-ils un droit d'entrée qu'à des grandes surfaces? Sont-ils intéressés à vendre vos produits ou vos services? Si oui, avez-vous des lettres d'intention déjà signées? Souhaitez-vous disposer d'une surface de vente? Si oui, quelle zone géographique est la plus appropriée? Quelle est la surface minimum? Quelle est la typologie des vendeurs du magasin? Quel est l'impact sur le stock? Une fois ce choix réalisé, déterminez comment vous pourrez constituer votre équipe commerciale, que sont les frais directs et indirects de cette équipe, salaire fixe, variable, prime, frais de déplacement, etc. Quels sont les efforts à réaliser en termes de formation, d'acquisition de compétences? Quel est l'impact sur votre structure, organisation? Quel est l'impact sur le choix et l'aménagement des locaux? Quel est l'impact sur la politique de livraison pour les produits? Et euh, ça, c'est en cas de choisir la distribution, bien sûr, via un réseau de distribution. Quatrièmement, le quatrième pays politique, c'est la politique de communication. La communication est un outil qui va permettre à vos commerciaux de rassurer le prospect, de présenter vos produits ou services et de vous créer une image. Les outils de communication sans politique commerciale ne peuvent engendrer seul du chiffre d'affaires. Ainsi, vous éviterez de croire que parce que vous avez mis en ligne une e-boutique, bien un shop, une boutique électronique, cela générera sans démarche commerciale un volume de chiffre d'affaires. Les outils de communication sont de plusieurs ordres. Il y a ceux pour lesquels vous pouvez pas faire d'impasse et ceux qui vont les compléter. Euh, Premièrement, ou bien A, les éléments de base. Avez-vous mis en œuvre une identité graphique? Attention, ici il y a plusieurs. Euh, L'identité graphique, il y a ce qu'on appelle la charte graphique, hein, logo, Vaseline, charte graphique. Celle-ci est-elle professionnelle? Respecte-t-elle la symbolique des couleurs de votre activité? Est-elle déclinée sur tous vos documents commerciaux de base, carte de visite, devis, bon de commande, facture, papier à en-tête, signature de mail, etc. Une identité sonore, jingle, musique d'attente, musique sur les répondeurs. Cette identité est-elle conforme à l'image que vous souhaiterez donner? Un site web hors site de e-commerce est-il professionnel? Vous pouvez-vous facilement le faire évoluer en intégrant vos actualités, vos références? À noter qu'une entreprise sur deux en France, par exemple, ne dispose pas d'un site Internet, alors que maintenant, chaque consommateur, qu'il soit une personne physique ou morale, cherche des informations sur les moteurs de recherche sur l'entreprise afin de juger de son sérieux et du professionnalisme de son site Internet, ainsi des références qu'elle met en avant. Donc, parmi les moyens de communication ici, c'est ce qu'on appelle l'identité graphique, l'identité sonore et bien sûr le site web, un moyen. Même maintenant, dans nos jours, le site web n'est pas suffisant. Il faut être présent sur les réseaux sociaux. Et il y a plusieurs réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux professionnels. Je cite ici l'exemple de LinkedIn, hein, un réseau social euh, professionnel, et les autres réseaux sociaux tels que Facebook, X, Instagram, etc. B, les éléments complémentaires. Avez-vous conçu un dossier de presse et un communiqué de presse? Avez-vous fait une sélection de journalistes?
souscrit un abonnement auprès de l'Argus de la presse pour connaître les retombées de vos actions presse, etc. Pardon. Prévez-vous un petit déjeuner de présentation à la presse, des rencontres en tête-à-tête avec des journalistes, des voyages de presse, des visites d'usines, etc. Portes ouvertes, par exemple, organiser des portes ouvertes, réaliser une plaquette, papier, interactivité, des prospectus, dépliants, flyers, etc. Mise en œuvre un site de e-commerce, déterminer un budget publicitaire, annonce presse, bandeau sur des sites web. Avez-vous identifié les médias, identifié les salons auxquels vous pourrez participer, hein? Préparer une action de marketing direct, emailing, phoning, envoi de propositions commerciales, hein, par mail, des fois même sur les réseaux sociaux, LinkedIn par exemple. Hier, j'ai reçu une invitation à un salon international en Turquie via LinkedIn. Donc, les organisateurs de cette foire envoyaient des messages à des gens sur LinkedIn, par exemple. Il y a aussi ce qu'on appelle les newsletters. Hein, newsletter, par exemple. C'est un autre exemple. Pensez à mettre des stickers sur vos véhicules. Imaginez de participer à des salons, bien sûr des salons spécialisés, sponsoriser un événement afin de vous créer une image. Le sponsor détermine le marketing. Mise en œuvre des partenariats croisés avec des sociétés complémentaires à la vôtre. Imaginez une politique de parrainage. Pensez mettre en œuvre une politique de communication interne, des forums, lettres d'information, tables rondes, boîtes à idées, etc. Ça, en matière de communication, pour toutes ces actions de communication, vous devez néanmoins respecter deux règles. Hein. La première règle, c'est la réalisation doit être effectuée par un comptable. La communication doit être réalisée par un professionnel. Donc, sera vous éviter le dégrader votre image par les actions réalisées en amateur et dépenser ainsi de l'argent inutilement. Et deuxièmement, pour chaque action, vous devez déterminer quel est le prestataire, quel est le budget et quel retour sur investissement vous en attendez. Je pense que c'est le dernier point. Dès le SWOT du comment. Cette analyse est particulièrement importante et vous serez amené à dépasser un certain temps. La mise en avant de vos forces et faiblesses, autant en interne qu'en externe, va vous permettre de bien valider votre projet, particulièrement dans les phases étudiées précédemment. Des moyens nécessaires avant et pendant l'activité, la politique de relations humaines, bien évidemment la politique commerciale et les outils de communication associés. Lorsque vous présenterez votre plan, business plan devant les investisseurs ou bien les business angels, ayant ou bien ayez bien en tête toutes les réponses que vous avez formulées dans ce chapitre, car en général, ceci se focalise sur ce thème et particulièrement sur la politique de distribution que vous désirez mettre en œuvre. Pour chaque faiblesse et menace, essayez d'étudier quelles pourraient être les alternatives pour les diminuer, voire les supprimer. Les investisseurs n'aiment pas investir dans un projet qui leur semblerait trop risqué. Attention, je répète, les investisseurs n'aiment pas
investir dans un projet qui leur semblerait trop risqué. Et finalement, nous avons la matrice SWOT, hein, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, les points forts et les points faibles dans l'environnement interne et les menaces et les opportunités dans l'environnement externe. Donc, on va arrêter ici. Hein. Demain, Inch'Allah, on va continuer avec la quatrième question. Pourquoi? Donc, Mademoiselle Melek, la parole est à vous. S'il y a des questions, je suis là pour répondre à vos questions. Merci. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Alors, nous avons Abdoulaye Diaw. Abdoulaye, la parole est à vous. Vous avez accès maintenant au micro. D'accord, merci beaucoup pour la parole. Et bonsoir, cher professeur. Merci beaucoup pour votre formation qui est vraiment très, très instructive. Et particulièrement, j'en avais vraiment besoin parce que je suis en train même de rédiger un business plan euh, sur notre projet. Et ça va vraiment beaucoup m'aider parce que voilà, je vois déjà beaucoup de questions auxquelles je dois devoir répondre pour rendre notre business plan en tout cas plus pertinent. Et de surcroît que c'est à un concours de projet qu'on doit devoir présenter. Donc, nous sommes déjà dans le processus et vraiment merci beaucoup. Bon, j'ai une petite question, c'est pas si peut-être que je suis en avance. C'était concernant la vision, la période. C'est pas on doit devoir limiter notre business plan sur une période donnée parce que, par exemple, pour nous, notre business, pour notre projet de business, euh, il y a plusieurs problématiques qu'on veut résoudre, mais ça ne sera pas un coup comme ça. Je ne sais pas si on doit devoir étaler ça sur le temps ou bien, parce que bon, on doit devoir définir, par exemple, le capital dont on a besoin et tout, mais ça ne sera pas forcément au début qu'on va euh, lancer tous les projets au même moment. Donc, je ne sais pas comment on peut définir ça, ou bien si je suis en avance, bon, je vais attendre que on atteigne ce point peut-être la prochaine fois et probablement vous allez pouvoir étudier cette problématique. Merci beaucoup. Merci Abdoulaye. Merci Abdoulaye. Cette question très intéressante concernant la période de business plan. Est-ce que le business plan prend le temps, hein? Généralement, je conseille de prendre votre temps, de préparer votre business plan. Pourquoi? Parce que le business plan, c'est le sérieux, hein. Attention. La différence entre le business plan et le BMC, le Business Model Canva, on va savoir ça dans le dernier jour, le samedi, Inch'Allah. Le business plan, c'est le plan détaillé, si vous voulez, de votre projet. Donc, il faut prendre votre temps pour répondre à toutes les questions. Et nous avons cité quelques questions dans chaque case, si vous voulez, à répondre. Mais il faut lancer votre projet parce qu'il y a la concurrence. Attention ici, si vous n'avez pas entré dans le marché, il y a un autre concurrent qui va prendre l'opportunité d'entrer dans ce marché. Donc, premièrement, je vous conseille de prendre votre temps de préparer votre business plan. Il y a plusieurs entraves, il y a plusieurs problèmes dans la phase de préparation concernant, il y a plusieurs questions, par exemple, en matière de concurrence, l'étude de concurrence. Avec le temps, vous découvrez qu'il y a plusieurs concurrents
soit actuels ou soit les nouveaux entrants. Dans le futur, par exemple, le financement, généralement, le premier problème dans dans les business plans, c'est le financement. Est-ce que par les fonds propres, c'est-à-dire le capital personnel de fondateur, ou bien on a besoin de financement avec soit des banques, des investisseurs, business angels, etc. Donc, c'est une question très importante. On va essayer demain, Inch'Allah, essayer de répondre à votre question. Euh, Restez connectés, hein, Monsieur Abdullah. Merci pour votre question, Abdullah. Hein. C'est très intéressant. Abdullah, attention, j'ai quelques documentations. Je peux vous aider. Hein, hein. Il y a une documentation, même il y a des plateformes assistées par l'IA, l'intelligence artificielle, pour vous assister à préparer votre business plan. On va voir ça demain, Inch'Allah. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci, je serai là, Inch'Allah. Merci, Abdullah. Alors, autre question. Question, commentaire, subjection, je ne sais pas. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Même des commentaires, hein. Pas forcément une question, hein. Un commentaire. Tout est clair? Mademoiselle Malik, à la fin de cette formation, nous avons quelques documentations qu'il va partager avec nos chers participants. Hein. Vous voulez dire que vous voulez partager les documents avec Oui, un des participants ou bien... oui. À la fin de la formation, il y a quelques documentations qu'il va livrer à notre cher participant. Ah, vous voulez lire les dossiers? Bien sûr, il n'y a aucun souci, docteur. Très bien. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire sur le chat. Correction, c'est pas une formation, c'est un atelier. Donc, je pense que tout le monde a très bien compris et que tout est clair chez les participants. À la fin du premier cours de l'atelier d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, merci. Donc, la suite de notre formation sera demain, Inch'Allah. La suite de notre atelier. On va essayer de compléter les autres questions, le comment, le combien, etc. Et à la fin, on va essayer de faire une comparaison entre le business plan et le BMC, le business model Canva. Et bien sûr, comme je dis maintenant, il y a une documentation ce qui concerne le business plan et quelques sites utiles hein, assistés par l'IA pour assister les gens de préparer son business plan. Parce que maintenant, il y a plusieurs outils de préparer votre business plan. Et même, il y a des banques de données ou bien banques des idées qui vous aident à choisir une idée de projet intéressante. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au premier cours de l'atelier d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous n'avons pas encore terminé notre atelier. Nous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, demain, veuillez m'excuser, le vendredi à 16h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. On verra Inch'Allah demain ou encore nous pouvons vous voir avec nos symposiums des programmes de licence des médias numériques, du management et des technologies de l'information.
Restez connectés. Nous vous verrons, Inch'Allah, demain, non seulement avec l'atelier, mais également avec notre formation de l'analyse des réseaux sociaux. À la prochaine, au revoir et nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Merci. Merci.